merci beaucoup de m'avoir invité à ce colloque. Effectivement, le constat est dramatique et je ne vais pas y revenir spécialement. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Peut-être quand même d'abord en introduction rappeler non pas ce qu'est l'assurance maladie, je ne ferai pas cette injure de le faire, mais peut-être quand même rappeler que le champ d'intervention de l'assurance maladie est le champ de la ville, et donc l'assurance maladie n'intervient pas en termes d'organisation, en tout cas sur le champ hospitalier, et notamment n'intervient pas sur le secteur psychiatrique, que d'ailleurs je pourrais défendre aussi, parce que je crois que le secteur psychiatrique a apporté beaucoup de choses, même s'il est aujourd'hui en grande difficulté. Ça a été une innovation absolument majeure des années 60-70 qui a permis l'organisation et qui, d'une certaine manière, a préfiguré ce qu'aujourd'hui on essaie de mettre en œuvre dans les soins de ville, c'est-à-dire des soins coordonnés sur le territoire. Et les années 60-70 ont été, de ce point de vue-là, des années riches pour la psychiatrie, même si aujourd'hui ce secteur est en grande difficulté, comme cela a été rappelé. Peut-être rappeler aussi quel est le métier de l'assurance maladie. Le métier de l'assurance maladie, c'est bien sûr de financer, ça a été largement rappelé, mais c'est surtout de faire de la gestion du risque. Alors la gestion du risque, on sait tous ce que c'est, hein, c'est prévenir, c'est évaluer, prioriser, de façon à éviter la survenue des risques dans n'importe quelle organisation, quelle qu'elle soit. C'est vrai dans le domaine de l'assurance maladie, l'assurance maladie est un assureur public qui fait de la gestion du risque et qui essaye de prévenir les risques, avec, je dirais, une caractéristique particulière, puisqu'on est dans le domaine de la santé, qui fait deux caractéristiques. Je fais assez simple, mais l'un, c'est l'équilibre entre la pertinence des soins et l'efficience des soins. C'est un élément tout à fait important. Cet équilibre absolument indissociable pour l'assurance maladie, qui est le meilleur soin au meilleur coût. L'assurance maladie n'a pas prioritairement une vocation économique, mais a bien une vocation de santé publique et cherche évidemment à utiliser l'argent public en quantité importante, comme cela a été démontré, de la meilleure manière qu'il soit. Et puis aussi une autre dimension qui est importante, qui nous ramène d'ailleurs à la dimension individuelle de la maladie mentale, qui a été très bien rappelée à l'instant, qui est l'attention vers l'autre. C'est-à-dire que ça fait partie de la gestion du risque, qui est ce service attentionné vers les patients et en s'appuyant sur les acteurs de soins que sont les professionnels de santé. C'est ça le métier fondamentalement de l'assurance maladie. Et je dis ça parce que ça, évidemment, ça va colorer un peu quelles sont les actions que nous essayons de mettre en place. Et je le dis tout de suite, je ne sais pas si j'irai sur la mise à niveau de la santé mentale en France, mais peut-être j'essaierai de parler un peu de la mise à niveau de l'action de l'assurance maladie dans ce domaine-là, ce qui sera déjà beaucoup plus modeste et je pense là déjà important. Peut-être sur les constats, je n'y reviendrai pas, sauf sur peut-être 2 ou 3 points tout à fait complémentaires. Ça a été parfaitement bien rappelé, que ce soit dans le domaine de l'épidémiologie ou le domaine économique, quel a été l'impact du Covid sur la santé mentale. Donc des études, par exemple, conduite par Santé publique France, un Coviprev, ont bien montré l'augmentation des symptômes, comme cela a été parfaitement exposé par Madame Le Boyer, et les conséquences économiques sont aussi probablement importantes. Elles restent évidemment à évaluer, mais on le verra sans doute. Juste peut-être rappeler 2 ou 3 éléments complémentaires. On a avec le GIS EPIFAR, donc qui est le groupement d'intérêt scientifique constitué entre l'ANSM et l'assurance maladie, montré qu'il y avait eu aussi une surconsommation des psychotropes, alors qu'on avait un tendanciel heureusement à la baisse depuis un certain nombre d'années, quelque chose qui fait partie des politiques, j'y reviendrai, qu'on essaie de tenir. Il y a eu pendant cette période, et notamment la première période, le premier confinement, une augmentation extrêmement importante de la consommation des psychotropes, de tous les psychotropes. C'est vrai bien sûr des anxiolytiques, des hypnotiques, on comprend assez naturellement en sens commun, mais c'est vrai aussi des neuroleptiques et bien sûr vrai aussi des antidépresseurs. Donc ça, c'est important à avoir à l'esprit et ça a été parfaitement bien documenté et c'est resté quand même assez marqué pendant assez longtemps, même si on commence à revenir à une situation à peu près normale, non pas exemptée, mais une situation en tout cas meilleure de ce point de vue-là. L'autre point qui a été aussi intéressant, et là je me tourne vers Michel, qui est on a vu que l'activité des psychiatres est probablement l'activité qui avait le moins diminué pendant la période, et notamment la première période du confinement. Ils ont donc été fortement sollicités, malgré la situation qui est celle qu'on connaissait, ils ont été très fortement sollicités par les patients, ce qui indirectement démontre les besoins à l'époque.
Je voudrais revenir sur un point aussi qui est important et qui a été développé par Mme Le Boyer, et je suis d'accord avec l'essentiel de ce qui a été dit, sur l'impact du Covid, enfin le risque Covid pour les patients qui présentent des pathologies mentales. Ce risque est parfaitement bien documenté, il a été extrêmement bien illustré par les chiffres qui ont été présentés. C'est une réalité qui est liée d'une part probablement à une surexposition de ces patients pour raisons évidemment qui peuvent être individuelles mais aussi sociales, comme la précarité. Également un sur-risque individuel. On sait qu'il y a beaucoup de patients psychiatriques qui ont des problèmes d'obésité, par exemple, c'est assez fréquent, mais aussi le sur-risque le plus important qu'on a pu identifier probablement au Covid est le sur-risque lié à la trisomie 21. Le risque de mortalité est multiplié par 20 pour les patients trisomiques 21 au Covid, donc c'est absolument considérable. C'est probablement le plus élevé qu'on a pu identifier. Et puis les problèmes évidemment d'accès aux soins qui ont été évoqués. Alors je voudrais revenir sur un point pour un tout petit peu nuancer la question de la vaccination dont je me suis beaucoup occupé ces derniers mois. Alors c'est vrai en partie, et je crois que ça a été dit, qu'il y a eu un certain retard sur la prise en compte des pathologies chroniques en général d'ailleurs et des pathologies mentales en particulier dans la priorisation de la vaccination. C'est toujours compliqué de déterminer des priorités quand on fait des campagnes vaccinales massives, hein, c'est assez compliqué. C'est vrai que les personnes âgées ont été ultra priorisées dans un premier temps en raison du risque majeur qu'elles encouraient. Mais s'il y a eu un retard pendant l'été, par exemple, on avait un retard de l'ordre de 15 à 20 points des pathologies psychiatriques par rapport à la moyenne, donc sur la couverture vaccinale. Aujourd'hui, on est revenu à un niveau qui est beaucoup plus acceptable, puisqu'on a un retard de l'ordre de 3 ou 4 points par rapport aux autres pathologies chroniques, notamment les cancers, les maladies cardiovasculaires ou les maladies rénales. Et on est à un niveau qui est de l'ordre de 85% de couverture vaccinale en première injection pour les pathologies psychiatriques. Donc, alors, c'est vraiment juste une nuance, c'est-à-dire qu'effectivement, le démarrage a été assez lent, ça a été assez compliqué à mettre en place. On a eu un peu de difficulté à comprendre pourquoi, alors que beaucoup de ces patients sont institutionnalisés d'une certaine manière, je prends cette expression ancienne, mais donc en tout cas a été suivi en soins, pourquoi ils n'avaient pas cet accès à la vaccination, pourquoi il y avait un tel retard. Donc on a beaucoup agi et on a fait des campagnes spécifiques sur les maladies chroniques, dont les maladies psychiatriques, de façon à rattraper ce retard. Et les pathologies psychiatriques sont bien éligibles à la 3e dose, en tout cas un certain nombre d'entre elles sont bien éligibles à la 3e dose pour commenter votre intervention de tout à l'heure. Alors, je m'arrêterai là sur le constat, simplement pour dire qu'effectivement, je partage, je voulais juste le compléter par deux ou trois éléments et dire, en revenant sur cette notion de gestion du risque, revenir sur ce que peut faire l'assurance maladie. Je dirais en 4, 5, 6 points, je reprendrai des idées qui ont d'ailleurs été évoquées tout au long de cet après-midi. D'abord, les premiers secours, les premiers recours, la transition, la pertinence et enfin les soins somatiques. Et les premiers recours, ça a été évoqué, je crois, assez précisément sur cette expérience de soins de premier secours, sur ces soins de premier secours en santé mentale. C'est effectivement quelque chose de très intéressant le modèle est importé d'Australie. C'est un modèle qui est assez éloigné de nos habitudes, hein, c'est vraiment de la prévention primaire. C'est comment développer, je n'y reviens pas, à cette capacité pour la population générale, pour l'entourage, notamment des jeunes, à détecter des signes précoces de pathologie, avec cette idée simple qui a été reprise à plusieurs fois et que je fais mienne, qui est qu'il faut intervenir de la manière la plus précoce possible. Si on devait avoir un seul fil rouge, et ça a été dit à l'instant, il faut éviter les hospitalisations. Les hospitalisations sont à soi seules des facteurs de risque. La répétition des hospitalisations aggrave à chaque fois la situation. Et donc, il faut éviter ces hospitalisations et la détection précoce des troubles par de la formation, de la communication, avec des outils assez complexes à mettre en œuvre. Hein. Faire des soins primaires, ça n'est pas évident, sont intéressants. Et donc,
Ces soins de premier secours se développent, ont été mis en place dans l'environnement universitaire, notamment en s'appuyant sur une association, l'association de premier secours en santé mentale, et l'assurance maladie passe des conventions avec cette association pour développer une expérimentation à partir des caisses primaires, une caisse primaire dans chacune des régions, de façon à voir comment on peut installer ce type de pratique, de prévention primaire dans la population générale, et avec aussi l'idée de l'installer dans l'environnement professionnel, parce qu'on voit très bien que l'environnement de travail, l'attention que les collègues de travail peuvent avoir à des signes précurseurs de pathologie est intéressante. Donc l'idée est de travailler donc à la fois dans l'environnement professionnel et donc à partir des caisses primaires, notamment avec les missions locales, pour travailler avec comment on peut former, informer, communiquer sur ces questions-là. Ça, c'est un point important et pas évident, parce qu'on voit bien qu'on est très éloigné de nos pratiques, mais qui est intéressant. Dans la même idée, de choses qui, alors pour le coup, là, restent complètement à défricher, y compris pour l'assurance maladie, c'est la question de l'intervention du numérique. On voit des expériences intéressantes dans des pays tiers où le numérique, des applications, pour être concret, sont utilisées de façon, là aussi, précoce pour traiter des pathologies modérées, de faible intensité, et pour mettre en place un système interactif qui peut accompagner les personnes utilement. Je sais que c'est des choses qui sont délicates à manier, qui sont parfois critiquées, mais l'assurance maladie commence à s'intéresser à cette question-là, et avec évidemment l'idée de voir qu'est-ce qui a marché dans d'autres pays européens, qu'est-ce qui peut être utile, et évidemment quels sont les modèles économiques qu'on pourrait mettre en place derrière. Le troisième niveau qui est très important, c'est évidemment les soins de premier recours, pour le coup, cette fois, et notamment autour du médecin traitant. Ça a été dit, l'assurance maladie a conduit depuis 2018 des expérimentations dans 4 départements sur la mise en place de réseaux médecins psychologues. Donc ces expérimentations sont en cours d'évaluation, mais d'une certaine manière, elles ont été rattrapées par les assises de la santé mentale, et c'est très bien, on en est ravis, parce que c'est vraiment le modèle qui a été utilisé et qui est généralisé aujourd'hui, et d'ailleurs étendu également aux jeunes, puisque l'expérimentation assurance maladie, c'était que pour les adultes. Là, ça sera étendu aux enfants et aux adolescents. Ce modèle, évidemment, est un modèle extrêmement intéressant parce que un des piliers de l'accès aux soins, c'est le médecin traitant, qui est souvent démuni et débordé par les problématiques de santé mentale. Cela a été évoqué. Et avoir ce circuit, ce parcours de soins, médecin traitant, psychologue, est évidemment une très bonne idée. C'est quelque chose que, évidemment, nous, on pousse beaucoup, et on est très satisfait de voir que le processus va pouvoir se généraliser. Alors, sachant que ce n'est pas le seul modèle, je trouve que ce modèle est intéressant, mais un modèle qui nous a été présenté par l'Institut Montaigne, qui est le modèle des soins collaboratifs. C'est un modèle également très intéressant, qui associe le médecin traitant, un infirmier, un IPA, et puis éventuellement un psychiatre en bac, en quelque sorte, en ressources, est un modèle qui est très intéressant, et une expérimentation est en cours dans les Yvelines, et je crois qu'on regardera ça de très près, parce qu'il faut sans doute développer différents modèles. Il n'y a pas qu'un seul modèle qui peut fonctionner. Autre niveau, et je vais assez vite, mais qui est la question de la transition vers le spécialiste. C'est évidemment un sujet important, et là on revient à tous les systèmes de soins coordonnés, PTSM, CPTS, MSP, etc. Enfin bon, on a des mécaniques d'organisation des soins qui sont un peu sophistiquées, un peu complexes, mais bon, qui sont à l'image de notre système de santé, mais qui permettent justement d'asseoir, et on y attachera une attention particulière, ces filières du médecin traitant vers les médecins spécialistes. Limiter le mésusage des psychotropes, c'est aussi un sujet très important sur lequel on travaille depuis longtemps. Je l'ai dit tout à l'heure, on avait commencé à avoir des résultats. On travaille avec l'ANSM et la Haute Autorité de Santé. Je citerai 2 exemples principaux. Les benzodiazépines, premier consommateur quasiment de benzodiazépines au monde, avec tous les effets qu'on connaît, notamment sur les personnes âgées, avec les risques de chute et autres complications. Et il faut absolument arriver à diminuer cette consommation des benzodiazépines, des anxiolytiques et hypnotiques, de manière drastique, parce que cette surconsommation est absolument délétère pour les patients, de manière directe, mais aussi à terme. Autre exemple,
un peu contraire sont les antidépresseurs. Là, pour le coup, on a eu un vrai mésusage des antidépresseurs. Les antidépresseurs sont le plus souvent pas prescrits suffisamment longtemps. Ils doivent être prescrits au moins 6 mois après l'arrêt des symptômes, donc des signes. Donc c'est une longue prescription et la plupart du temps, ils sont arrêtés bien avant. Et donc on a des traitements qui sont de fait inutiles parce que pas prescrits suffisamment longtemps. Et ça, c'est aussi un sujet sur lequel on travaille, qu'on veut inscrire dans la fameuse ROSP, cette rémunération sur objectif de santé publique, de façon à inciter à une meilleure prescription des antidépresseurs et des psychotropes en général. Et enfin, un dernier point, c'est juste pour lister, mais dernier point important, et cela a été dit, et on insiste aussi beaucoup là-dessus, le risque notamment cardiovasculaire, cardio-neurovasculaire, mais aussi de cancer chez les patients psychiatriques, ce sur-risque très, très important qui a été évoqué et qui conduit aussi indirectement à une surmortalité. L'idée est de travailler là-dessus, c'est à la fois typiquement une approche de gestion du risque, parce que c'est individuellement un sujet d'inégalité, ça a été très bien dit, mais c'est aussi un sujet de santé publique et aussi un sujet économique. Le NICE a très bien montré que cela entraînait des coûts très élevés pour la collectivité. Et donc, vous voyez, l'idée, c'est d'agir sur ces différents niveaux et de faire un peu, non pas une mise à niveau, mais de montrer vers quoi veut aller l'assurance maladie dans le champ qui est le sien et avec les outils qui sont le sien, de la prévention primaire, la plus primaire en quelque sorte, jusqu'à des interventions chez des patients et en essayant de prévenir fondamentalement l'hospitalisation et les complications liées à l'hospitalisation. Merci beaucoup. J'ai une question par rapport au secteur et par rapport à ce qui se fait de manière très moderne à l'heure actuelle sur la régionalisation du système de santé, sa pertinence, son efficience, avec justement les CPTS, les MSP, un certain nombre de créations de pôles de santé, des articles 51. Est-ce que ces outils qui sont mis à disposition depuis Ma Santé 2022, en particulier, puisqu'il y a eu un fort engagement du président de la République sur les 4000 CPTS à créer, est-ce que fondamentalement, on s'en sert dans le champ de la santé mentale ou pas ? Oui, on s'en sert. Il y a d'ailleurs dans les MSP, par exemple, il y a déjà des psychologues qui travaillent. Et puis dans l'article 31, je crois, du Ségur, il est prévu également que des psychologues puissent être rémunérés dans le cadre de maisons de santé pluridisciplinaires. Et puis les CPTS, par construction, une CPTS, elle vise à couvrir l'ensemble des problématiques d'un territoire. Et donc à essayer, et donc ces problématiques-là en particulier, et les psychologues ont évidemment vocation à travailler dans ces environnements-là auprès, et j'insiste sur ce point qui est important pour nous, auprès du médecin traitant qui est vraiment le pilier autour duquel doivent s'organiser les réseaux de soins. Mais vous parlez des psychologues et on voit bien l'intérêt qu'ils ont justement d'assurer une expertise supplémentaire prise en charge par l'assurance maladie, puisque je crois que la première consultation de psychologue est à 40 € à l'heure actuelle, elle est remboursée. Je crois que ça sera partagé avec les mutuelles, me semble-t-il. Mais... Oui, je crois qu'on aboutissait à ça de la part de la profession. Moi, c'est ce que j'ai lu de la part de leur communiqué de presse. Mais est-ce que, quand on parle des psychiatres, est-ce qu'un psychiatre préférera rester dans le secteur ou préférera passer dans une CPTS ? Parce qu'en fin de compte, c'est deux choses qui sont deux choses, on pourrait se dire, sur le bassin de vie, qui sont deux choses qui pourraient être absolument semblables ou presque semblables. Et en tout cas, au moins dans les CPTS, on est sûr d'avoir une base large qui n'est pas simplement centrée sur une spécialité. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le psychiatre, qui est un professionnel très spécialisé, doit se consacrer évidemment aux pathologies les plus complexes. Les psychologues et le schéma médecin traitant psychologue, il vise essentiellement les pathologies légères à modérées et donc vise à éviter, à prévenir les complications et à prévenir in fine les hospitalisations et intervenir de manière précoce. Mais il ne vise pas à prendre en charge des patients qui ont des pathologies complexes, lourdes, etc. Donc le psychiatre reste évidemment absolument déterminant dans la prise en charge à sa place. Après, la démographie est ce qu'elle est. Et donc il faut en tenir compte, et je pense qu'il est important d'essayer de couvrir la totalité du champ, et encore une fois de prévenir, d'intervenir le plus précocement possible pour prévenir les hospitalisations. Il a donc toute sa place dans une CPTS. Pour moi, c'est un environnement tout à fait intéressant. Alors après, il y a une autre organisation, pilotée cette fois par l'ARS, qui est la PTSM. C'est donc et là, donc c'est le projet territorial de santé mentale qui vise aussi à organiser de manière plus macro au niveau de la région et des départements la santé mentale.